Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout simplement, aujourd'hui, on va faire beaucoup, je pense, de fondamentales autour de l'inflation, puisque ça a été un petit peu la narration du jour avec le discours de Powell. Et on va voir si on ne serait pas placé dans un monde de l'après-dollar suite aux sanctions économiques qui ont été basées sur la Russie. J'ai fait une vidéo hier que j'ai intitulée Un moment historique. Et en fait, la formule, c'est vraiment, est-ce que finalement les sanctions financière sur la Russie ne serait pas en train de précipiter une adoption massive du Bitcoin dans les pays de l'Est, en Russie principalement. Et est-ce que en essayant de pénaliser l'industrie et l'économie russe, finalement, les États-Unis ne seraient pas planté un clou dans le pied en précipitant le monde dans celui de l'après-dollar. Donc ça sera principalement les deux sujets de cette vidéo, avec un pétrole qui a énormément monté aujourd'hui, donc on va aussi se baser un petit peu sur ces indécisions-là pour faire la vidéo. Ici, je passe de suite en partage d'écran, Bitcoin à 44 000, on bute un petit peu sur la ligne de coude de l'épaule tête épaule et le premier arrêt. Pour l'instant, rien de plus à dire au niveau chartiste par rapport à la vidéo d'hier, donc je vous engage à éventuellement aller voir la vidéo d'hier qui s'appelle un moment historique, je pense, et même la vidéo d'avant-hier, etc. Je ne vais pas refaire la même analyse chartiste tout le temps. Il faut casser ici cette bande jaune pour passer au-dessus, et il faut surtout marquer un nouveau plus haut ici, c'est-à-dire péter les 45 821 pour dire ça y est, on a une structure de retournement à long terme qui est en train de se poser. Pour l'instant, on a été rejeté 2 fois là-dessus, donc ça ressemble plus à un M ou à un triple sommet ici. Néanmoins, il y a des bonnes choses qui peuvent nous dire qu'on va le casser. Qu'est-ce que c'est ces bonnes choses? C'est tout simplement déjà Jérôme Powell aujourd'hui qui parle devant le Congrès. Jérôme Powell, c'est le président de la banque centrale, la Fed, la banque centrale américaine. Il a parlé aujourd'hui devant le Congrès, puisque à moyen terme, à mi-terme, ils font toujours un petit peu un point. Et donc, du coup, il a annoncé quelque chose d'important pour les marchés, de très important. C'est-à-dire que depuis pas mal de temps, les marchés sont stressés par le fait que la Fed va arrêter son quantitative easing et que la Fed va aussi arrêter, va remonter les taux. Hein. Tout simplement, les taux d'intérêt vont être remontés, les taux d'intérêt directeurs vont être remontés par la Fed. Et auparavant, vous comprenez que ça, c'est un sondage qui a été fait auprès des intervenants du marché. Le 15-16 mars, il va y avoir une réunion de la Fed et vraisemblablement le jour même, le 16, il y aura une remontée des taux. Le marché se demandait beaucoup, est-ce qu'ils vont remonter sur une base de 25, base de 25 à 50, etc. Vous voyez qu'il y a une semaine encore, on était 66% à penser que la Fed remonterait de 25 à 50 et 33% des intervenants du marché pensaient que ça serait plutôt sur une base de 50 à 75. Ici, on a complètement retourné la situation grâce au discours de Jérôme Powell devant le Congrès aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il a plus ou moins admis que la Fed allait remonter sur une base de 25. Donc là, vous voyez qu'on est à 100% ici, 4% qui pensent que ce sera entre 0 et 25 et 96% qui pensent que ça sera entre 25 et 50. Hier encore, c'était totalement, c'était pas l'inverse, mais on était encore avec une tranche au-dessus là. Donc il faut comprendre que les marchés ont pris ça très bien. Vous voyez que quand je regarde ici tout ce qui est S&P, Nasdaq, etc. Bien entendu, il y a des arbitrages qui se font, si vous voulez, entre, on va dire, les portefeuilles dynamiques, les biens de croissance, on appelle ça, et puis les biens qui sont beaucoup plus conservateurs et qui sont plus du crédit, de l'obligation, bien entendu. Donc il y a des arbitrages qui se font. Quand les taux remontent, on aime bien partir vers des choses plus obligataires et sortir des marchés à risque. Et là, bien entendu, aujourd'hui, le discours de Powell retend des arbitrages en se disant, c'est bon, au moins pour le mois de mars, on va pouvoir aller sur des produits plus performants. Donc c'est ce que fait le marché. Bien évidemment, il y a des arbitrages qui se font. Ça, c'est plutôt bon pour BTC au sens BTC comme une action tech, une action américaine, une potentielle révolution en devenir. Donc c'est plutôt bon pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'a dit Powell d'autre? En fait, globalement, je ne vais pas vous faire tout le résumé du discours devant le Congrès, mais en fait, on a compris qu'il allait juste faire sur une 25 basis, donc une base de 25, la rehausse des taux. La question, c'est combien de fois il va faire ça dans l'année, en fait, tout simplement. Et ça, pour l'instant, le marché n'a pas vraiment de réponse. Mais tout de suite, l'incertitude et ce qui avait provoqué cette baisse-là
depuis tout ça, en fait, c'était que les minutes de la Fed avaient été publiées et que il avait été dit que la hausse des taux allait se refaire en mars, alors qu'auparavant, dans les réunions d'avant, ça n'était pas la narration. Donc là, une hausse anticipée, plus anticipée. Pourquoi? Parce que simplement, les indices des prix à la consommation sont sortis. Là, on est le 2 mars, donc autour du 10 mars, vraisemblablement, je vous en reparlerai dans la vidéo avant que ça arrive, mais on aura une autre statistique de l'inflation qui sera celle du mois de février. Donc on aura les chiffres de février autour du 10 mars. Combien ont augmenté les prix, le CPI, donc l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Et tout ça drive beaucoup les marchés en ce moment. Ensuite, on a eu le discours de l'Union de la part de notre ami Joe Biden, qui a malheureusement la boulette confondu les Iraniens et les Ukrainiens, je crois. Enfin, je ne sais pas si c'était aujourd'hui. J'ai pas regardé le discours de l'État de l'Union, mais bon. En gros, Biden nous dit on va arrêter que l'inflation soit un vol pour vol les petits travailleurs américains. Et ça, ça fait doucement rigoler tous les gens qui savent, parce que c'est pas l'inflation qui vole les petits travailleurs, c'est l'impression monétaire. Et l'impression monétaire, si je vous mets la charte là, et si je reviens sur ici sur comment dire la charte de l'impression monétaire, donc c'est M2. Ici, vous allez voir que depuis mars 2020, on est sur une parabole, littéralement. Et on est sur une parabole déjà depuis pas mal de temps. Là, vous voyez que je suis sur un domaine de temps très haut, mais ici, je vous montre l'année 1971. Pourquoi je vous montre l'année 1971 et pourquoi cette flèche-là que je vais mettre est très importante? C'est parce qu'en fait, en 1971, on sort de l'étalon dollar, c'est-à-dire qu'on sort de l'étalon or, pardon. C'est-à-dire que le dollar n'est plus convertible en or. Donc, on rentre dans une ère, ici en 1971, où le dollar devient un petit peu la base. Et le problème du dollar, c'est qu'il perd une des particularités que doit avoir la monnaie, qui est qu'elle doit être théoriquement difficile à produire. Difficile de produire un billet, déjà, ça doit être infalsifiable, etc. Donc là, je vous montre un billet de 100 milliards de dollars de la République du Zimbabwe pour vous rappeler un petit peu ce qu'est l'inflation. C'est-à-dire qu'avec ça, vous preniez le bus au Zimbabwe à l'époque. Et tout simplement, on sort de cet étalon-là et on se donne la possibilité d'imprimer. On se donne la possibilité d'imprimer en 71. Donc on dit, ok, maintenant, le dollar n'est plus convertible en or. Les autres pays ne peuvent pas, ceux qui ont leurs réserves en or aux États-Unis, leur donner des dollars pour racheter leur or, etc. Tout ça n'est plus possible. Et maintenant, on est sur un système de l'étalon dollar. Donc, c'est-à-dire, déjà, d'une certaine manière, ça pose des questions. Et je suis désolé, cette vidéo va être un peu longue, mais je pense qu'elle peut être intéressante pour un certain nombre de personnes qui veulent comprendre ce type de mécanisme. Déjà, ça veut dire que le reste du monde finance le déficit extérieur américain, quelque part. Je ne sais pas si vous me suivez, mais une monnaie, théoriquement, elle est basée sur sa balance extérieure. C'est-à-dire, au plus j'exporte, au plus les gens vont vouloir ma monnaie. Et au plus j'importe, au plus je vais dépenser de ma monnaie ailleurs. Donc je crée une sorte de... Enfin, théoriquement, en théorie, c'est comme ça que se base la monnaie, la valeur de la monnaie. Là, les gens veulent vouloir du dollar comme une réserve de valeur, un petit peu, comme ça peut être le cas, par exemple, en ce moment, en Russie, beaucoup de gens qui avaient des roubles demandent des dollars. Parce que c'est, entre guillemets, la monnaie la plus... l'étalon, quoi, la monnaie la plus stable. Donc, ce faisant, en rentrant dans ce système-là, on finance le déficit extérieur des États-Unis, quelque part. Donc, en 1971, c'est un petit peu ce qui se passe. Ça passe un petit peu à l'as à l'époque parce que c'est une crise économique, etc. Et qu'il y a probablement une coalition de gens qui sont contents que ça se passe comme ça. Et là, ça donne la possibilité d'imprimer des dollars. Et d'imprimer des dollars sans que le dollar se décorrèle de l'or, qui lui est difficile à extraire au départ. C'est pour ça on avait au départ basé les monnaies sur ce système de l'étalon or. Et à partir de là, en fait, c'est en 44 que réellement se commence un petit peu cette trend d'évolution vers le dollar. Donc, suite à la guerre, finalement, je crois que c'est Wilson, on rentre sur ce système d'étalon dollar, mais convertible en or. Et en 71, deuxième phase, le dollar n'est plus lui-même convertible en or, donc le dollar n'est même plus un étalon qui est difficile à extraire.
Alors, il y a une certaine nuance à ça, qui est que c'est difficile normalement de créer de la monnaie. En tout cas, en 1971, c'était encore difficile. Mais aujourd'hui, la monnaie, finalement, c'est une base de données. C'est-à-dire, vous appuyez sur Entrée, vous créez 1 milliard. C'est réellement, on a totalement perdu une des caractéristiques qui doit être celle de la monnaie, et que Bitcoin a encore avec la proof of work. Mais ça, c'est une autre histoire. On a totalement perdu cette caractéristique-là, qui est celle de la difficulté de la produire, de produire une monnaie. Vous comprenez ici aussi qu'à l'époque, on faisait des pièces en métal précieux, parce que les gens accordaient de la confiance à ces métals précieux. Et je ne sais pas si vous voyez, mais à chaque fois, vous avez des petites stries sur les pièces. En fait, ces petites stries étaient pour éviter que les gens rognent un petit peu du métal. Et finalement, petit à petit, les pièces s'amenuisaient au début où on les a faites. Ces petites stries étaient faites de manière à ce que personne ne puisse venir rogner le bord de la pièce pour piquer un petit peu de métal au passage. Donc voilà, ça c'est pour la parenthèse. Donc ici, pourquoi je vous parle de ça, et je suis désolé, ça va être une vidéo un petit peu longue, c'est que si vous regardez cette courbe, alors qu'est-ce que c'est que cette courbe? Ça c'est une courbe typiquement, elle est totalement américaine, hein, elle n'est pas mondiale, mais aux États-Unis, ici on voit le salaire moyen. Le salaire moyen qui lui, on va dire, depuis 1971, n'est pas sur une très forte hausse. Vous comprenez ici. Là, et je ne vais pas vous détailler toutes les courbes pour aller un petit peu plus vite, mais ici, on a le PIB qui a été produit par habitant, c'est-à-dire un petit peu la productivité des travailleurs. Et ici, on a le vrai, la réelle valeur, et là, pour le coup, on est complètement sideways, voire à la diminution, en fonction du CPI, donc de l'indice des prix à la consommation, la réelle valeur des gains, excusez-moi, des gains, comment dire, pas quotidiens, mais comment on dit pour une semaine, hebdomadaire des gens qui travaillent à temps plein. Et là, vous comprenez, ici, tout était lié. Quand on était encore dans la convertibilité du dollar en or, tout ça marchait un petit peu ensemble parce qu'il était très difficile de créer de l'inflation. Au sens par l'impression monétaire, d'accord. Et puis là, vous voyez qu'à partir de 1971, tout se décorrèle. Qu'est-ce que ça veut dire cette courbe? Ça veut dire que tout simplement, votre valeur, l'argent c'est quoi? C'est le transport de la valeur travail dans le temps, c'est-à-dire que l'argent est une manière de transporter votre travail par l'épargne ou par regardez, vous travaillez un mois, je vous paye en fin de mois, je vous donne un chèque, vous prenez ce chèque, vous allez à la banque, cette valeur travail, vous l'avez stockée quelque part, et dans le temps, elle se déprécie à cause de l'impression monétaire. Donc du coup, c'est un petit peu une histoire de vol. Si vous n'êtes pas éduqué à l'investissement, si vous n'êtes pas capable d'investir correctement cet argent sur autre chose qu'un livret A ou sur autre chose, vous pouvez très bien, par exemple, investir dans de la pierre, etc. Tout ce genre de choses est tout à fait possible. Mais si vous n'avez pas une diversification de votre portefeuille et si vous n'avez pas, cet argent, et ben du coup, cet argent va se déprécier petit à petit. Et en fait, votre valeur travail d'hier va devenir moindre en termes de pouvoir d'achat. Et ça, c'est très important à comprendre parce que, en fait, finalement, tous les investisseurs aujourd'hui se battent principalement contre l'inflation. Le but est de le but est de surperformer l'inflation. Le but est de surperformer l'inflation et quand vous avez surperformé l'inflation, vous commencez là tout simplement à gagner de l'argent. Donc, ça c'est fait, on a beaucoup parlé d'inflation, mais pourquoi je fais ce point-là? Parce que je trouve ça assez drôle que Biden dise on va empêcher l'inflation de voler les Américains, alors que tout simplement c'est lui qui a créé l'inflation, enfin c'est la politique monétaire qui a dit on va éviter cette crise, on va créer une sorte de matelas d'impression monétaire de manière à éviter cette crise, et en fait finalement cette crise elle va se répercuter sur les petites gens, elle va se répercuter que sur les petites gens et pas sur les gros. Je ne suis pas foncièrement socialiste ou quoi que ce soit, simplement je vous explique les faits, je vous explique aussi que comment on crée de l'inflation, et bien tout simplement par le crédit, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont dire j'ai besoin d'1 million d'euros, ils vont aller à la banque, et ils vont dire à la banque, voilà, j'ai besoin d'1 million d'euros. La banque va vérifier qu'ils peuvent couvrir ce million d'euros, donc elle va vérifier qu'ils ont plus ou moins 1 million d'euros en face pour garantir ce crédit. C'est-à-dire que finalement, à qui profite l'inflation? Elle profite aux gens qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir en emprunter le double. D'accord? C'est hyper simple, c'est le système actuel, il fonctionne comme ça. Alors,
Maintenant, vous décidez ou pas si vous voulez être énervé contre ce système ou bien si vous voulez marcher avec lui et un petit peu, comment dire, niquer le système en évoluant avec le système, en essayant de comprendre, en essayant de le comprendre, en essayant d'en comprendre les rouages et grâce à ça, comment dire, vivre une vie meilleure, tout simplement. Voilà. Je pense que si vous êtes devant cette chaîne et que vous êtes resté ici jusqu'à 14 minutes, ça veut dire que vous êtes dans cette démarche-là. Voilà. Donc on continue. Donc, je vous ai parlé de Powell et de la hausse des taux. Powell qui nous dit qu'on a un marché du travail très fort, etc. et qui va augmenter donc les taux, mais seulement de 0,25 en mars. Il avait besoin de faire cette annonce par rapport au contexte, bien entendu, Russie-Ukraine qui est très tendu à l'heure actuelle. Je vous ai parlé hier de cette histoire du Bitcoin basé sur le rouble. Je pense que je peux ici juste simplement vous remontrer là cet article très intéressant sur Coindex et je vous invite à regarder assez souvent Coindex parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes dessus qui dit que les bitcoiners avaient raison et que en fait la finance comme une arme vient juste de créer une planète après dollar. Et c'est la formule que j'ai cherchée hier pour mon titre quand j'ai mis un moment historique, etc. et tout. Et en fait, c'est exactement ce que j'avais dans la tête, c'est-à-dire est-ce que finalement via les sanctions sur la Russie, on ne serait pas en train de tuer les talons dollars et on ne serait pas en train de ces Brutus qui tue César par ses sanctions, je ne sais pas comment expliquer, mais entre guillemets avec quelque chose qui fait que ça y est, en fait, on a trouvé autre chose. Le monde, naturellement, on est aujourd'hui 3,6% de la population mondiale à utiliser Bitcoin. Et là, on va peut-être rentrer, grâce à la Russie qui commence à adopter Bitcoin réellement comme un cas d'usage. Ils vont avoir besoin du Lightning Network, ils vont avoir besoin de tout ce que Bitcoin est capable de faire. Bitcoin et les altcoins, hein, pour la DeFi également, ça va ensuite se répercuter sur, bien entendu, d'autres choses. Mais n'étant plus bancarisés, ils vont avoir besoin de continuer à faire du business, tout simplement. Et la chance ici, c'est que la finance comme une arme stratégique pourrait potentiellement ne pas marcher. Enfin, elle fonctionne déjà, hein, la Russie est à genoux économiquement, mais pourrait ne pas, comment dire, être aussi efficace que ça grâce à Bitcoin. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que moi, d'abord, vous le savez, j'adore les Russes et je ne veux pas, et j'adore les Ukrainiens et j'adore tout le monde finalement, réellement. Et je pense que voilà, ce n'est pas la peine de mettre un peuple économiquement à genoux. Il y a déjà eu suffisamment de morts pour que les gens n'aient pas à crever de faim derrière pour les décisions d'une poignée d'autres êtres humains. Donc, à partir de là, j'en suis ouf, je me suis un petit peu perdu. Oui, voilà, donc les bitcoiners avaient raison et on passe dans un monde post-dollar, finalement grâce ou à cause des sanctions sur le rouble et le monde russe. Et ici, vous voyez, c'est ce que je vous avais montré hier, c'est cet article que je cherchais en même temps que je vous parlais, s'il veut bien charger. Et je pense qu'on va faire une vidéo principalement de fondamentale aujourd'hui. Vous voyez que ça, c'est tous les bitcoins contre le rouble, c'est-à-dire les bitcoins qui ont été achetés plus ou moins sur une base de rouble. Et là, vous voyez que dans la journée de hier, on a fait vraiment un ATH assez énorme, 2 fois plus puissant que celui de décembre. Est-ce que c'est que le début de quelque chose ou est-ce que c'est simplement la résurgence de quelques oligarques qui ont voulu se mettre bien au cas où on leur confisque leurs biens? Ce sera la question à laquelle Bitcoin va répondre dans les semaines prochaines. Hier, je vous avais montré aussi sur Glassnode cette charte des adresses de plus de 1000 Bitcoins, et celles-là, on peut totalement les attribuer pour l'instant aux oligarches qui ici, d'un coup, plus 150 adresses à peu près comment dire, de Bitcoin en plus. Là, la journée n'est pas finie, c'est dommage, on n'a pas la bougie d'aujourd'hui, on verra peut-être demain ce que ça donne. En parlant de Glassnode, on va continuer là-dessus. Donc, je vais vous montrer d'autres charts éventuellement Glassnode. Ça, c'est l'offre liquide, je la montre assez souvent, j'aime bien la montrer. Alors, c'est pas vraiment totalement un indicateur à 100% en soi, mais comment fait Glassnode et comment font les données on-chain pour classer ses portefeuilles? Tout simplement, elle regarde les portefeuilles qui très rarement vendent plus de 25% de leur bac, je crois. Donc ça veut dire que ici, on a complètement une divergence entre le prix qui diminue, et vous voyez que là, normalement, l'offre liquide aurait dû suivre, c'est-à-dire que ici, on a une divergence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui achètent tout ce dip-là, toute cette dernière descente là ici, sont en train d'accumuler, et ceux qui achètent ici ont un pourcentage de 76% et ont un comportement qui est un comportement de hodler. Donc là, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour faire simple, en gros, vraiment pour faire simple, ça veut dire on a viré les touristes, la plage est à nous.
C'est-à-dire que tous les short-term holders ici ont vendu, et on va le voir ici sur une autre charte aussi. Voilà. Ici, vous comprenez que, donc là, c'est les bandes d'âge des coins qui sont vendus, en fait. Voilà, à quel âge ont les coins qui sont vendus. Ici, vous voyez qu'on est principalement sur une bande de 1 mois, 3 mois, ici, sur cette espèce de capitulation qu'on a eue sur les 33. Et littéralement, vraiment, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont que des gens, si on regarde 1 à 3 mois en arrière, qui étaient en perte ici. Donc ça, c'était les touristes. Pour moi, on a sur ce mouvement-là, en tout cas, viré pas mal de touristes. La plage est à nous, la plage est à nous, et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire on arrive pendant la nuit, on arrive le soir, au moment où tout le monde s'en va, et là, on campe, on attend, on hodl, on attend, on attend, on attend. On prend un bon sac de couchage, il fait froid, c'est l'hiver. Et par contre, demain matin, c'est nous qui avons le plus beau coucher de soleil sur une plage vide. Avec notre petite copine à côté. Et globalement, c'est un peu ça l'idée. Ou alors, on se mange un énorme tsunami dans les dents pendant la nuit. Ça, c'est possible aussi, hein. Ici, vous voyez, et moi, c'est pas mon avis. Vous savez que je suis plutôt bull sur Bitcoin à l'instant T. J'arrête pas de poster des vidéos où je dis que c'est un bon point d'achat ou que c'était un bon point d'achat à la fois au 33 et au 35. Et j'ai revendu les 41 aussi dans la foulée, et ainsi de suite. Vous comprenez que j'ai un portefeuille qui est plutôt dynamique. Néanmoins, ici, vous comprenez que 72% sont des coins qui sont plus vieux que 3 mois. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ici, les coins de 3 à 6 mois sont en train de monter. Donc là, les coins jeunes, il n'y en a plus maintenant, à l'instant T. Et ça veut dire que ces mecs-là, là, ici, sont en train de passer dans une nouvelle vague qui va être une vague de long-term holders. Long-term holders, c'est plus de 5 mois de holding. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour l'instant, vraiment, on n'a que des gens sur le marché, ou pour beaucoup, qui ont un comportement long-termiste, qui ont un comportement de personnes qui vendent très difficilement. Alors bien entendu, si on refait une jambe haussière, tous ces gens-là vont distribuer petit à petit. Et comment je pourrais vous montrer ça? Peut-être en repassant ici sur ce type de chart. Oui, voilà, par exemple, voilà. Donc, admettons, ici, vous voyez que ça, c'est le dip de mars, du Covid. On monte ici, et là, il y a une forte distribution, hein, des coins qui sont plus vieux que 2 ans, 3 ans. Vous comprenez que c'est des gens qui ont gardé pendant longtemps. Ils se sont rangés leurs freins. Ils étaient là en train de dormir dans le sac de couchage et de se cailler les meules. Et là, le soleil se lève, et donc, du coup, eh ben, ils s'en vont avant le pique-nique. Donc là, grosse distribution ici, bien entendu, sur la descente. Ça continue à distribuer parce que ces coins sont toujours gagnants. Je parle des zones vertes là. Vous voyez qu'ici, on est en profit, hein, donc bien entendu, ça continue à distribuer. Et là, finalement, tout s'arrête. C'est-à-dire que on a quand même ici une réaccumulation de ces gens-là et un comportement qui est beaucoup moins vendeur que ce qu'on a pu avoir sur ce premier pic ici. Ici, ça a très peu distribué par rapport à l'action de prix. Ici, vous comprenez qu'on a fait plus 50%, et il y a eu une petite distribution seulement en comparaison avec les plus 50% qu'on a fait là. Vous comprenez la différence? Donc là, ça veut dire que ces gens-là s'attendent à ce que on ait potentiellement une deuxième buy. Alors c'est déjà une vidéo qui, je pense, fait pas mal de temps. Je vais regarder ça. On est à 22 minutes. 22 minutes, donc du coup, on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme et quand même d'arriver à faire tout ce qui est order flow et tout ce qui est les trucs habituels. Mais je pensais que c'était vraiment intéressant ici de faire un point, notamment par rapport à tout ce qui est voilà, discours de l'Union, inflation, etc. Je pensais que c'était relativement bien de le faire. Et cette histoire cette formule du monde de l'après-dollar me plaît beaucoup, donc je voulais bien expliquer qu'est-ce qu'était ici cette histoire d'étalon dollar et qui n'est plus convertible en or depuis 71. Je continue là-dessus, j'en profite pour faire à nouveau un appel à l'abonnement. N'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, à mettre un like, activer la cloche de notification, vous abonner, mettre un petit commentaire d'encouragement si jamais ce type de contenu vous plaît. Et bien entendu, allez vous abonner aussi sur le Discord qui sera en description de la vidéo.
Donc, action de prix sur Bitcoin, je vous l'ai dit, si on regarde ici dans le long terme, on est sorti de ce biseau en élargissement descendant, c'est la figure bleue. On avait une énorme ligne d'axe qui nous a même créé deux biseaux en élargissement descendant. Vous le voyez, un premier ici et un deuxième qui s'empile dessus. Là, on en est sorti, on est en train de s'écarter plus ou moins en rangeant de cette histoire. Est-ce qu'il est possible ici qu'on revienne au 37? Absolument, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, là, ici, ne pas marquer cette structure de retournement, ne pas marquer ce W et plutôt se rediriger vers les 37. Qu'est-ce que peut nous dire l'order flow par rapport à ça? Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. On a fait un petit peu de technique, on a fait beaucoup de fonda, on va maintenant faire l'order flow, c'est-à-dire le sentiment. Les trois piliers de l'analyse de marché, les trois sièges du tabouret sont ceux-là, c'est-à-dire fonda, technique et sentiment. Si vous n'analysez pas ces trois plans-là, vous n'analysez pas le marché. Ensuite, pour bien investir, il faut avoir un bon risk management et un bon money management. Donc, à partir de là, sur le carnet d'ordre, très peu d'ordres qui apparaissent ici à l'achat dessous. Je parle aux alentours des 42, 43, etc. On n'a pas pas grand-chose qui s'est mis là. Des ordres qui apparaissent très légèrement à la vente suite à ce petit pic là jusqu'au 45. On est quand même monté ici jusqu'au 45, 300 quasiment. Qu'est-ce que ça présage ça? Ça veut dire que le sentiment ici est plutôt vendeur sur ce rebond-là, en tout cas après ce rebond-là. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur le spot. Sur les options, vous vous rappelez que nous, on s'intéresse surtout au vendredi. Donc là, un max pain price à 40 000. Il a augmenté de 1000 depuis hier. Les options, je ne vais pas refaire à chaque fois un cours pour expliquer ce que c'est. Donc n'hésitez pas, ou alors je ferai une vidéo dédiée vraiment pour expliquer un petit peu l'histoire. Et là, on va passer à l'order flow, la partie qui souvent vous intéresse le plus. Parce qu'elle prédit assez bien des variations de prix à court terme. Qu'est-ce qu'on voit ici sur l'order flow? Et on va faire le point depuis l'arrêt hausse. Donc là, on est sur des bougies de 5 minutes. Et vous comprenez que ici, sur ce rebond a été majoritairement longué. C'est-à-dire que là, on a beaucoup de longueurs en levier qui sont rentrées et qui ont fait augmenter le nombre de contrats en circulation, c'est-à-dire l'open interest. L'open interest, c'est à la fois des longueurs et des shorters. C'est un contrat. Vous prenez un contrat avec quelqu'un, un market maker, qui fournit de la liquidité et vous pouvez ainsi longuer ou shorter en levier. Donc pour l'instant, ces gens-là sont gagnants. Néanmoins, vous voyez qu'après cette forte augmentation de l'open interest, autour des 7 milliards, le prix a eu tendance quand même à un petit peu latéraliser et à vouloir descendre. Donc là, ça veut dire qu'on a une demande qui est suffisante au spot pour ne pas réannihiler, excusez-moi, ce mouvement ici. C'est-à-dire qu'ici, on sent que le marché aurait envie de venir prendre ces longueurs-là, mais pour l'instant, il ne le fait pas parce que la demande au spot est trop importante. C'est-à-dire que ça coûterait trop cher de faire descendre le prix plus bas. Ici, qu'est-ce qui peut ici nous sauver? C'est-à-dire si je parle pour ceux qui sont investisseurs à l'heure actuelle, bien entendu, c'est-à-dire faire que ces gens-là ne soient pas mangés, qu'on ne retourne pas ici à une base qui est relativement normale de 6 milliards d'open interest. Tout simplement, qu'est-ce qui peut faire ça? Eh ben, c'est une demande au spot ou alors qui est créée par les oligarques russes, les arbitrages par rapport aux actions tech, mais également les gens qui se disent ah ben mince, j'ai pas acheté plus bas ou j'ai vendu plus bas et qui sont prêts ici à réacheter plus haut. Donc, est-ce que ça, finalement, c'est une pattern de distribution ou d'accumulation? C'est ça, en fait, la grande question. Ici, vous voyez que cette borne ici a été prise, donc je peux l'enlever. C'est celle que j'avais marquée hier comme étant un endroit où ça avait légèrement shorté. Ici, on a eu du short aussi. Vous comprenez ici que le funding devient négatif. Donc, ça veut dire qu'on a rentré du short ici à l'instant T. Il a été pris aussi sur cette hausse. Ici, pareil. Ici, grosse zone de short, pareil, on l'a prise aussi. Ici, short, c'est pareil, on l'a prise. Ici, zone de short. Donc là, on aura un nouveau point à revenir prendre qui sera noté comme suit. Là, après, c'est très léger. Vous voyez que sur l'augmentation de l'OI ici, c'est très léger. Et puis ensuite, là, à partir de là, le prix nous fait vraiment une action sideways. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que ce niveau-là est à prendre en longue, bien entendu. Donc là, on va le mettre en rouge. Ça veut dire que, et excusez-moi, ma charte est un peu pleine de trucs un peu dégueulasses, mais parce qu'en fait, je sais pas, il bug, il veut pas. Ici, on avait aussi un assez gros niveau de longue qui a été pris. Ici, le funding avait fortement augmenté, il a été pris aussi. Ici, on aura aussi un niveau à prendre, là. Tac. Et là, vous comprenez que toujours sur cette augmentation-là, bien entendu, les 37, 38 sont aussi un niveau à prendre. Donc là, excusez-moi pour toutes ces
truc qui traîne, mais je sais pas, il veut pas sauver en fait. Il veut pas sauver ma config à chaque fois. Donc tout ça, ça a été pris, hein. Vous comprenez bien que le prix l'a traversé et c'était avant. Donc tout ça a été pris et même ça, allez, on va dire. Donc là, on a une forte barre ici à faire là. Et là, on va essayer de sauver, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Et à quel moment le funding s'est réellement retourné. Ici, vous voyez qu'il était négatif, fortement négatif, et c'est ça qui a aidé aussi le prix à partir en short squeeze. Et ben, il s'est retourné à peu près par là. Donc, on aura tous ces niveaux à prendre jusqu'au 37 200. Est-ce que ça veut dire que le prix doit y aller? Je vous ai expliqué que pas forcément, hein, bien entendu. Si la demande au spot est suffisante pour faire perdre et gagner ceux qui ont pris les contrats contre les market makers devront s'avouer vaincus ici et devront dire, bon, bah ok, on a perdu, la demande est là, l'offre ne veut pas vendre à des prix, ne veut pas vendre dans ces prix ici des 44. On a des gens qui ont des comportements de hodlers. Donc du coup, ça vend pas et en même temps, on a quand même une demande, donc le prix augmente. C'est ça qui crée les conditions d'un rallye haussier. On va aller voir les fortes liquidations, les forts niveaux de liquidation en levier. Vous savez que j'aime bien cette métrique aussi qui nous est donnée par iBlock. Hop, sur le tiers 2, ce sera un petit peu plus flagrant. Et puis ensuite, je pense que on aura à peu près fait le tour de tout. 30 minutes encore une fois. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a quand même pas mal de shorters. Vous voyez qu'ici, il y a une grosse position qui s'est ouverte à 46 000 plus 47 000. Donc on pourrait à l'instant T venir chercher ces mecs-là. Vous voyez que les grosses positions ici qui s'étaient ouvertes dans ce up-là qui a été fait sur les 46, vous voyez les trois grosses barres, elles ont été reprises instantanément. C'est ça qui a fait que le prix ici s'est retourné et est venu chercher ces mecs-là. Ceux qui sont là et qui avaient ouvert des grosses positions, a priori pour le moment restent gagnants. Néanmoins, un petit retour au 41 permettrait de libérer le prix de ces très grosses positions. Là, on parle de 273 millions de dollars x 3, hein, puisque 116, 270 encore, voilà, c'est plusieurs milliards là qu'on peut liquider d'un coup. Donc du coup, est-ce que le prix là, à l'instant T, va décider de venir prendre ces grosses bulles bleues et vertes, ou alors va décider de plutôt descendre et de venir prendre ces grosses bulles rouges et roses? En fait, pour les market makers, le moins cher sera le mieux. C'est-à-dire que le prix, théoriquement, doit suivre son chemin de moindre résistance. Toute la théorie, par exemple, de Wyckoff se base là-dessus. C'est-à-dire que le prix va aller chercher en fonction de l'offre et la demande réellement, même s'il y a des market makers et des longueurs shorters, etc. Vous pouvez pousser le prix un petit peu, mais le marché est tellement gros à l'instant T qu'il est quand même relativement difficilement manipulable. Quand il y a très peu de demandes au spot, comme c'était le cas plus ou moins ces dernières semaines, etc., c'est plus facile d'agir en fonction des liquidations. Là, à l'instant T, les liquidations commencent à prendre une portée un petit peu moins importante. On va aller faire un petit peu un point sur les volumes. Alors, gros volume ici sur cette barre qui était celle de l'invasion de l'Ukraine, je pense. On avait depuis ici des volumes un petit peu descendants. On voudrait voir ici un peu plus de volume, hein. C'est-à-dire que là, réellement, il faudrait que la demande à ce titre revienne un petit peu plus fort. La demande à ce titre qu'on va aller jauger à présent, le premium de Grayscale qui est toujours au 24-25%. Vous savez que pour moi, le premium doit repasser positif ici. C'est ce qui marquera un vrai retour de la demande institutionnelle sur le Bitcoin papier qui est celui de Grayscale. Et surtout, moi, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est l'open interest et principalement l'open interest sur le CME. Open interest sur le CME qui aujourd'hui n'a pas été fantastique, moins 11% sur le changement en tout cas. Alors bien sûr, l'open interest ici représente 12% de l'open interest total et sur une heure, il prend 1%, etc. Mais on voit que finalement, l'open interest n'est pas ici fortement influencé par comment dire les institutionnels. Le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange, c'est-à-dire que c'est le comment dire les institutionnels, c'est la bourse, c'est pas des gens qui créent des comptes sur FTX ou quoi que ce soit. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Peut-être les institutions ici. Voilà, on peut peut-être regarder celui-ci, je crois. Ou non, on va regarder celui-là. Ça, c'est le Bitcoin canadien, l'ETF canadien. Et là, vous voyez que par contre, on est sur une très, 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 très forte accumulation des holdings ici sur l'ETF. Donc là, on est sur vraiment quelque chose de vraiment intéressant par rapport à des ETF qui sont... Donc, est-ce que finalement, on n'est pas en train ici de se corréler de... là, on va regarder le QBTC.
QBTC, non, c'est pas énorme. Ça reste vraiment sur pas une demande qui est pas énorme. Et le Bitcoin Fund, c'est pareil, c'est pas énorme. On a principalement celui-ci là ici qui est en train de commencer à vraiment skyrocketer. Donc retour de la demande institutionnelle, pour le moment c'est pas le cas. Un petit arbitrage quand même qui se fait. Et ici, je vais faire un autre point. Et du coup, ça va pousser la vidéo un petit peu loin dans le temps, mais c'est pas grave. Je vais faire un autre point aussi sur. Pour moi, il faut absolument que Bitcoin se décorrèle des marchés à un instant T, à un moment. Pourquoi? Parce que Bitcoin proposera une opportunité intéressante de diversification. Si Bitcoin est totalement corrélé au Nasdaq, bon, bien sûr, il fait des performances meilleures, mais étant donné le rapport risque, les institutionnels ne reviendront pas sur Bitcoin. Ils iront plutôt d'abord sur le Nasdaq ou sur les actions tech, et ensuite, potentiellement, ils iront diversifier un petit peu ou prendre un petit peu de Bitcoin pour en prendre, pour dire aux copains, regarde, j'en ai pris. Mais réellement, ce qui va donner la force à Bitcoin, c'est qu'il bouge d'une manière différente des marchés. Et c'est là que les arbitrages se feront de manière différente aussi et que éventuellement tout le monde peut revenir dessus. C'est le moment où Bitcoin va se décorréler des marchés et c'est des petits événements comme ce que je vous parlais de potentiellement le monde de l'après-dollar. Ce sont des petits événements qui font sentir un petit peu les choses comme ça, qui font que potentiellement la demande institutionnelle, donc à coup de milliards, peut repartir. Ici, ça fait plaisir, c'est-à-dire que la market cap totale, elle frise avec les 2 milliards. Je crois qu'elle les a dépassés. Voilà, elle les a dépassés ici autour du 8 février. On va probablement revenir aux 2 milliards, aux 2 trillions, pardon. Donc du coup, ça c'est très bien. Mais si on veut remettre un coup de 1000 milliards dans la market cap totale, voire 2000 milliards, la faire doubler, il va falloir bien entendu et relancer un nouveau bull run avec des targets beaucoup plus impressionnantes. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir que déjà l'adoption soit massive, que les gens comprennent que donc tout ça passe par des signaux très forts que c'est reparti en fait et que c'est reparti voilà avec des grosses entreprises qui acceptent Bitcoin, avec des grosses entreprises qui en mettent dans leur balance sheet, dans leur bilan, dans leur trésorerie, etc. Et donc tout ça doit bien entendu passer par une diversification, une décorrélation des marchés de manière à ce que Bitcoin vous propose une option de diversification qui n'est pas celle de l'achat d'une action tech américaine basique. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aller activer la cloche des notifications et puis à mettre un petit like, etc. J'espère que le ton était clair malgré les bafouillements. Et si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire si vous êtes fumeur ou non fumeur, par exemple. C'est des commentaires à la con. J'ai l'habitude de faire ça en général pour voilà, avoir un petit lien en plus avec les gens qui ont réussi à se taper 36 minutes de ma ganache et de mes idées. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à bientôt. Salut!